Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à M. Bérubé, qui est l'animateur de cette table ronde. M. Bérubé. Merci, Hugues. Bon dimanche à tous et à toutes. Que vous soyez en présentiel ici dans la salle PSL 105. C'est une salle qui a un historique fort intéressant, mais ce n'est pas notre propos. Ou à distance. Et je salue notre collègue qui est là-bas, sur l'écran. Alors, j'ai l'habitude, de ceux d'entre vous qui me connaissez, de commencer par faire des petites remarques en 3 points. Fait que je ne vais pas dévier de ça aujourd'hui. Le premier point que j'aimerais faire, c'est de remercier Samira et tout son orchestre, comme on a dit hier, toute son équipe pour m'avoir invité à cette présentation. Et elle mérite des félicitations, puis je vois qu'elle est dans la salle. Hein? Et ma deuxième remarque, moi j'aimerais que cette séance-là soit dédicacée à mon mentor et directeur de thèse de doctorat qui est décédé en 2017. Il s'agit de Dean Lauder, qui était professeur à l'Université Laval et qui était un spécialiste de la francophonie nord-américaine. Et je suis sûr qu'il aurait aimé être ici aujourd'hui et même participer à la table ronde. Et il est peut-être avec nous autres de toute façon, lui, vraiment à distance et tout proche en même temps. Dean Lauder est né en Utah d'une culture mormone. Pour le fun qu'il nous dit, il a appris le français à l'école secondaire. Et chez les Mormons, la tradition veut que les jeunes adolescents fassent du missionariat quelque part dans le monde. Et lui a osé dire, je vais aller cogner à des portes en France pour perfectionner mon français et parler de la religion mormone. Et par après, il est revenu aux États-Unis, il a fait ses études de maîtrise et doctorale, et il a fini par être embauché comme professeur de géographie à l'Université Laval, et il s'est donné comme mission de cartographier la francophonie nord-américaine, y inclut les Antilles. Alors, j'ai apporté, juste pour le fun, un de ses principaux livres, en collaboration avec Éric Vadel, La Franco-Amérique. Et là-dedans, il y a une carte de la francophonie nord-américaine, et vous seriez surpris de voir partout où il y a des francophones de toutes sortes de façons, où il y a des traces de la francophonie historique aussi. Et il y a 28 collaborateurs qui ont participé à ce livre-là, La Franco-Amérique. Il inclut les frères Bérubé qui ont pondu le texte sur l'Acadie qui s'appelle l'Acadie 101. Ça, c'était mon deuxième point. Alors, s'il nous entend, sûrement, il va nous inspirer cet après-midi, puis on va être la cerise sur le Sunday. Le Sunday, c'est... Les Français disent sur le gâteau, probablement, mais je trouvais que c'était mieux Sunday aujourd'hui parce que c'est la cerise du dimanche. Oui. Mon troisième point, ça serait que, chers collègues, je vais vous tutoyer et vous appeler par votre petit nom. Et je prétends que ce n'est pas par effet de mode, mais que c'est parce que c'est une marque ou une caractéristique identitaire de la culture brayonne et acadienne des terres et forêts et de l'Acadie en général. On se tutoie et on s'appelle par nos petits noms, par nos prénoms. Alors, je souhaite donc bienvenue ici sur scène à Daouda, à Mathilde et à Paris, et à distance à Banaf. Je pense qu'elle m'entend. Est-ce que les deux sont à distance? Oui, je pense que oui. Donc, Ouzouf est là aussi. OK. Salut, Ouzouf. Bon.
Pour commencer, j'aimerais quand même faire le lien avec la conférence inaugurale du professeur Calvet, où il nous a présenté magistralement là, l'idée du Ti et du Yang dans la façon de considérer les langues. Alors, Hugues nous a présenté des participants à la table ronde, mais il l'a présenté d'une manière utilitaire. Il a dit, bon, c'est un doctorat, etc. Et moi, je vais leur demander, pour commencer, de se présenter avec l'autre approche, le Ti. Qui êtes-vous réellement? Cher ami. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis Daouda Diarra. Qui je suis réellement? Alors, difficile à répondre, je vais essayer de répondre. Je dirais que je suis un doctorant international. Je suis un Bambara du Mali. Alors, que veut dire être un Bambara du Mali? Ça veut tout dire pour moi et en même temps, ça ne veut rien dire. Parce que le Bambara, c'est une ethnie de l'Afrique subsaharienne. Nous avons un bon locuteur du Bambara dans la salle, Louis-Jean Calvet, que je salue, qui a beaucoup contribué à la formation de beaucoup de personnes qui m'ont formé au Mali. Alors, les Bambara, c'est un petit groupe ethnique, mais la langue est très répandue. Ce sont des gens, ça veut dire Bambana, c'est-à-dire ceux qui se sont révoltés. Alors, ils se sont révoltés contre l'islam, ils se sont révoltés contre la colonisation. Et un Bambara du Mali, parce que le Mali est un pays francophone, donc je suis un Bambara francophone. Alors, je suis aussi un grand voyageur. J'ai pris un peu de partout parce que je suis un Bambara du Mali qui vit au Nouveau-Brunswick aujourd'hui et qui a été formé en France. Alors, je retrouve tout cela en moi. Donc, voilà en un mot ce que je suis. Merci. Et Mathilde? Je suis originaire de Shanghai et j'ai fait mes études au Québec. Et après, j'ai enseigné dans les universités nord-américaines. J'avais aussi enseigné dans une université en Australie. Voilà. Je suis francophone de culture, chinoise de naissance, anglophone de pratique. Oui. Mes rivières sont la rivière Kedgewick, la Little Main qui se jette dans la rivière Listigouche. Mes montagnes sont les Appalaches, la plus vieille chaîne de montagnes dans le monde entier. Ma mère vient du haut des Appalaches, elle est acadienne, une Cormier. Mon père vient du bas des Appalaches, moitié Cherokee. Donc, la terre ancestrale de mon grand-père Starling, 100% Cherokee, qui est le bas des Appalaches, la vallée de Shenandoah. Et l'autre moitié, sur le bord à mon père, c'est africain-américain de l'esclavage. Mes ancêtres, émancipés de l'esclavage, ont fondé une église à Valdez, en Caroline du Nord. Donc, je suis une femme métissée. Le produit des injustices vécues par des peuples qui ont été victimes de la dernière vague de colonisation. Ici, sur l'île Tortue, l'Amérique du Nord. Je suis une grande brune qui est fière de ses racines, qui a un sens aiguisé de la justice réparatrice, puis qui a compris, très jeune, « What doesn't break you makes you stronger ». Ce qui ne te détruit pas te rend plus forte. C'est moi. Bienvenue. Et à distance, Banaf, ça me fait plaisir de vous rencontrer parce qu'on a tous les deux des longs passages à Edmundston, mais on ne s'est jamais vus avant. Oui, c'est vrai. Oui, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. J'aurais
beaucoup aimé être là en présentiel, mais malheureusement, je suis tombée malade la semaine dernière et c'était très difficile pour moi de faire ce voyage cette semaine. Donc, je suis en virtuel. Mais je salue Edmundston, où j'ai commencé mon travail au Canada. Moi, je m'appelle Banafsheh Karamifar et je suis professeure contractuelle en didactique des langues secondes à la faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa et chercheuse en plurilinguisme, pluriculturalisme et intégration des technologies de l'information et de la communication en enseignement des langues et en éducation postsecondaire. Je parle plutôt de mon identité culturelle francophone qui est multiethnique et fluide. Je suis née en Iran, un pays aussi pluriethnique qui a inspiré la fameuse idée de Fredrik Barth, l'anthropologue norvégien, sur la caractéristique instable et la perméabilité de l'identité en raison des interactions qu'on a avec les groupes différents. J'ai commencé à apprendre le français selon un choix personnel à l'âge de 19 ans en Iran, dans le cadre d'un baccalauréat en langue et littérature française en Iran. Ensuite, j'ai obtenu une bourse du gouvernement français en 2004 pour effectuer en France un doctorat en sciences du langage, spécialité analyse du discours. J'ai donc vécu toute ma vingtaine à Paris et puis à Lannion, où mon identité et mon français ont encore évolué. J'habite maintenant, depuis 2013, au Canada, d'abord en tant qu'immigrante et résidente permanente et ensuite en tant que Canadienne. Donc, j'ai vécu toute ma trentaine au Canada, à Edmundston, à Gatineau, à Ottawa, où mon français ou mon identité culturelle se sont encore transformés et enrichis grâce à toutes mes interactions avec le milieu. Merci. Et aux autres, maintenant, à Calgary, hein? Oui, effectivement, à Calgary. Alors, merci. Je remercie tout le monde de m'inviter à prendre part à ce panel. Et dans une session précédente, aujourd'hui, Sylvia Kasparian faisait valoir le fait que l'identité est un concept fluide, de sorte que c'est difficile de répondre à cette question de façon satisfaisante. Mais si on veut donner quelques points de repère ici et là, j'ai envie de commencer par dire que je suis un monsieur parmi les messieurs et un qui voyage et qui pose ses valises ici et là et qui reste plus ou moins durablement selon qu'on veut bien lui accorder l'hospitalité. Et donc voilà, je suis né en Afrique de l'Ouest, dans un pays qui s'appelle le Togo. J'ai fait mes études et ensuite des études universitaires à l'Université de Montpellier en France et des études de sciences du langage. Donc, professionnellement, je me définirais comme un sociolinguiste et un sémioticien de la littérature. Ensuite, je me retrouve ici, donc je vous parle depuis Calgary, mais je suis arrivé à Calgary en passant par l'Université de Moncton, campus de Moncton, où je suis resté 4 ans. Donc, la première année, c'était à la faveur d'une bourse d'excellence de l'AUF. Et j'étais curieux de voir comment fonctionnait le bilinguisme néo-brunswickois. Donc, c'est cette curiosité-là qui m'a amené au Canada. Et le hasard de la vie a fait que j'y suis resté plus longtemps que prévu. Donc, voilà. Merci. Alors, comme vous pouvez le voir, habituellement, quand on va en Europe ou ailleurs, puis qu'on parle du Canada français, tout de suite, on nous associe au Québec. Et on nous associe également à la colonisation de la France, à l'identité blanche, etc. Mais vous avez une belle brochette ici de personnalités qui décrivent toutes sortes d'autres aspects du diamant de la francophonie canadienne. Et alors, j'aimerais que, pour poursuivre la discussion, que vous nous parliez du milieu dans lequel vous
vous vivez présentement et en quoi c'est différent et en quoi ça montre un autre volet de la francophonie. Daouda. Merci. Alors, le milieu dans lequel je vis, c'est un milieu néo-brunswickois varié parce que je suis doctorant à Moncton. C'est là que j'ai posé ma valise pour la première fois. Et c'est francophone. Je vivais dans un milieu très francophone, purement francophone. Il pouvait m'arriver de rencontrer l'anglais, mais par circonstance. Et en 2019, j'ai eu des charges de cours à St. Thomas University. À Fredericton. À Fredericton. La première fois que je suis arrivé, je trouve un monsieur, je n'ai pas le pass du parking, je lui parle en français, il me répond en anglais. Et je pars pour prendre mon pass de parking, ma carte. Là encore, je rencontre l'anglais. Alors, je me dis, Moncton-Fredericton, c'est moins de 2 heures. Mais on quitte un milieu pour entrer dans un autre milieu tout de suite. Donc, ça m'a donné cette conscience qu'il faut prendre ce bilinguisme-là comme un atout. Mais c'est vrai que je peux dire que cette variété est beaucoup plus une richesse. Il y a une communauté francophone à Fredericton. Mais j'ai remarqué que Moncton, par exemple, la communauté francophone de Moncton a réussi à se cantonner quelque part, à Dieppe, par exemple. Cela n'existe pas à Fredericton. J'ai rencontré une communauté un peu éparpillée. Parfois, au centre Sainte-Anne, il y a l'occasion que je rencontre des gens, mais seulement à l'occasion des cérémonies. Donc, ce n'est pas un espace qui est là pour où les francophones, on est sûr de pouvoir parler français à la première personne qu'on rencontre dans la rue. Donc, on a vraiment au Nouveau-Brunswick un terrain très varié en termes de francophonie. Donc, ça, c'est ce que je peux dire de la variété que j'ai remarquée dans la francophonie néo-brunswickoise. Oui. Mathilde est actuellement à Long Island, à New York. J'aimerais aborder un peu du milieu universitaire, des études francophones, des programmes de français dans les universités nord-américaines et j'aimerais faire remarquer l'absence et le manque et l'absence des études franco-asiatiques. Il n'y a pas de cours actuellement dans les universités nord-américaines sur le volet franco-asiatique parce que l'ère asiatique, la francophonie asiatique orientale n'existe pas et exclue en ce moment du programme des études francophones qui sont axées principalement sur, par exemple, l'Afrique, le Maghreb, Caraïbes, le Québec, etc. Le volet asiatique est omis et il n'est pas enseigné. Il n'y a pas de cours, par exemple. Si vous regardez dans les universités nord-américaines, il n'y a pas de cours qui portent sur le franco-asiatique, le volet asiatique. Il n'a pas droit de citer comme les autres. Il n'est pas reconnu et il n'est pas travaillé. Merci. Paris, c'est normalement maintenant à Fredericton aussi. Oui, en fait, vous parliez de diversité culturelle, mais diversité linguistique. En Acadie, il y a une diversité de régionalisme, de dialectes du français. Juste en Acadie, je pense qu'on est rendu à quoi? 13 différents dialectes des régionalistes. Puis juste dans le comté de Madawaska-Victoria, les gens d'Edmundston ne sonnent pas comme les gens de Saint-Basile, ne sonnent pas comme les gens de Grand-Sault, ne sonnent pas comme les gens de Drummond. Puis c'est que ça fait la richesse. Ça fait la richesse au niveau collectif de la langue
et de la culture. Et ça a été mon apprentissage. J'ai voyagé, je suis allée dans les îles polynésiennes, dans le Pacifique, où est-ce qu'il y a eu des colonies francophones, françaises. Je ne suis pas allée encore en Afrique, mais je peux juste imaginer la diversité de la langue française parce que c'est attaché au terroir. Ici, en Acadie, on a des expressions qui, dans la langue française acadienne, qui parlent de notre connexion avec la terre-mère, directement reliée. Par exemple, les gens qui habitent le long de la côte, la gang de pêcheurs, la gang de pirates de l'Atlantique, eux, ils vont dire « amorre tes souliers ». Ben, le verbe amarrer, ça veut dire attacher ton bateau à un quai. On le dit ici aussi. Moi-même, Oui. j'amorce mes souliers. Amorre les souliers, ben ça parle du terroir, c'est notre connexion avec la terre. Et c'est ça la richesse de la langue française et de faire un congrès mondial sur la francophonie qui se retrouve ici au Canada. On grandit tous. Lorsqu'on compare nos expériences culturelles, nos expériences de vie culturelle qui remontent pour certaines régions, comme la Chine, à des mille et des mille et des mille années d'histoire, on s'enrichit tous. Ça fait que oui, ça fait que moi, c'est mon domaine, c'est ça que je vois dans mon terroir ici au quotidien, dans le moment présent. On essaie de faire du travail pour essayer de relier les liens d'amitié entre les peuples Wabanaki, donc les peuples autochtones d'ici, Mi'kmaq, Wolastoqey, Passamaquoddy et Penobscot. Et on essaie aussi de renouer les liens d'amitié entre les Acadiens et les peuples Wabanaki. Et malheureusement, avec la loi sur les Indiens et le système des réserves, ça a fait qu'il y a très peu de gens des peuples Wabanaki qui parlent couramment le français. C'est ça. Et c'est des choses qu'on essaye d'adresser parce qu'on est dans un... C'est ségrégué, là. On a une ségrégation qui est palpable. C'est pas juste le système des réserves, c'est au niveau linguistique. Et on se fait demander des fois par les gens qui habitent sur la réserve, est-ce que vous avez des enseignants qui pourraient venir enseigner à notre école? À Elsipogtog, ils ont fait la demande. On aimerait avoir un professeur de français. C'est des choses que la francophonie des Maritimes, la francophonie du Nouveau-Brunswick, on essaye d'adresser. Banaf, dans la capitale du Canada. Oui, alors effectivement, j'habite à Ottawa, donc il y a une tendance très forte bilingue en raison de la présence de plusieurs organisations fédérales et aussi en raison de notre voisinage avec Gatineau, la cité québécoise. Je travaille aussi à l'Université d'Ottawa, qui est une université bilingue, donc on entend le français et l'anglais et aussi d'autres langues, bien sûr, sur le campus quotidiennement. Et ici, bien sûr, on entend une variété de dialectes de français ici, le franco-ontarien, le québécois, le français de partout dans le continent, un français comme le mien, diront un français d'une personne qui a la langue française comme la langue additionnelle. Et donc, on travaille aussi, bien sûr, on a des chaires sur la francophonie à l'Université d'Ottawa. C'est un campus assez complexe, à la croisée des cultures anglophones, francophones, etc. Mais on travaille beaucoup ces années sur le plurilinguisme, le pluriculturalisme, sur la valorisation des langues autochtones, sur la pédagogie autochtone aussi, dans les cours de français, langue maternelle ou langue seconde. Et à Calgary, Ouzou? Oui, merci. Je disais tout à l'heure être un voyageur parmi des voyageurs et je voulais rebondir là-dessus avant de revenir à Calgary en tant que tel pour dire que donc les étiquettes, s'il en fallait une ou quelques-unes, varient aussi en fonction des rencontres et des contextes. En général, quand je suis au Canada, je suis perçu de prime abord
comme un Africain que je suis d'ailleurs, et que je suis content d'être, évidemment. Je me vois moi-même comme un immigrant, parce que j'ai fait ce choix délibéré de venir, de m'installer en dehors de mon pays natal et de contribuer à la société d'accueil de façon significative, en tout cas j'aime à le croire, étiquette que je n'aime pas par contre pour tous ceux qui sont dans ma situation et qui ont des enfants ici, parce que ces derniers ne sont pas des immigrés de deuxième génération comme on l'entend dire quelquefois, mais ils sont des citoyens de première génération, des Canadiens de première génération. Je pense que la différence est importante, parce que sinon, les personnes qui arrivent pour contribuer restent dans une altérité perpétuelle. Et quand on les relègue à cette altérité, ce n'est pas nécessairement, disons, favorable à l'idée du vivre ensemble. Donc, par ailleurs, quand je suis maintenant en France, je suis Canadien. Et c'est intéressant. Et quand je suis à Calgary, donc là j'en viens à l'endroit où j'habite en ce moment, puisque vous le savez, c'est une province de langue anglaise. Là, je suis français à Calgary. Pas nécessairement francophone dans le sens large, mais français. Et français, à ce moment-là, veut dire locuteur de la langue, de façon générale. Et quand je suis à l'université de Calgary, où je travaille, là, je suis francophone, French speaker, probablement parce que je suis dans le département d'études françaises, en tout cas, un département où une des langues, c'est le français, et avec ses avantages et ses inconvénients. C'est-à-dire qu'au niveau, c'est amusant quelquefois, donc les collègues de langue anglaise, s'il y a quelque chose à revendiquer, hein, s'il faut aller faire du bruit auprès de l'administration, etc., là, ils viennent nous chercher parce que on a quelquefois les stéréotypes peuvent être utiles. Donc, les gens de culture française ont la réputation de pouvoir parler et d'être, voilà. Vous savez, hein, si vous avez vécu en France, la culture de la manif. Et donc là, on va nous chercher avec beaucoup d'enthousiasme pour aller donc prêter voix à des causes. Et donc, c'est ainsi qu'on va d'une étiquette à l'autre. Puisque je suis dans le francophone, je vais y rester un petit moment pour dire que donc, oui, l'Alberta est plutôt réputé pour être un endroit où on trouve beaucoup de rednecks, oui, et donc c'est le Texas du Nord, etc. Mais en fait, quand on y arrive, on se rend compte que la présence de la langue française y est quand même assez importante, puisque je peux y vivre et y travailler en français, puisque j'enseigne en français à l'intérieur de l'université, même si je dois communiquer avec l'administration et les autres collègues en anglais. L'Alberta serait la capitale canadienne de l'immersion française également. Chose que je ne savais pas avant d'arriver ici. Donc, il y a une présence historique hein, dans le nord de la province. On a un quartier ici à Calgary qui s'appelle Mission. En réalité, il s'agit de Mission, ce qui est un quartier qui a été fondé donc par des pères francophones. Il y a des conseils scolaires publics, donc les conseils scolaires de langue française, donc pour des écoles publiques. Il y a un lycée français, le lycée Pasteur, des établissements secondaires internationaux où l'enseignement se fait, qui sont axés vraiment principalement sur la langue française. Alors, donc ça, c'est pour les choix. Hein, comme parents, on a quand même cette palette d'offres pour ce qui est d'envoyer les enfants à l'école. Mais à côté de ça, je dois vous dire que c'est une ville très multiculturelle et très diversifiée, ce qui veut dire que l'offre dont je vous parle en français, qui est certes plus importante pour ce qui est du français, parce que c'est quand même la langue nationale au Canada,
On a la même chose pour l'espagnol, on a la même chose pour le mandarin, on a la même chose pour le Punjabi, qui est l'ukrainien, très forte communauté ukrainienne en Alberta. Donc, en réalité, il y a plusieurs écoles qui sont comme ça bilingues, où les enfants peuvent pratiquer, s'instruire en anglais et dans l'autre langue, ce qui fait qu'ensuite on récupère ce public-là à l'université. Et ça nourrit un tout petit peu le département de langue moderne de l'université où je travaille. Donc, voilà, je crois que je vais peut-être, évidemment, quand vous sortez en ville, ce qui vous frappe immédiatement, c'est une présence forte de citoyens, de concitoyens asiatiques, puisque nous sommes proches donc, de la côte pacifique. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant et puis je reviendrai sur des aspects s'il le faut un peu plus tard. Merci. Oui, peut-être on reviendra sur la situation des écoles en Alberta en particulier. Paris, tu voulais rebondir, hein, je pense, là-dessus? Oui, en fait, vous avez parlé du fait qu'il y avait d'autres langues à Calgary qui étaient... Mais qu'est-ce qu'on fait avec les cultures autochtones? Est-ce qu'il y a une présence des langues autochtones à l'Université de Calgary, par exemple? Est-ce qu'ils enseignent les langues des Premières Nations? Parce que nous, ça, c'est des questions qu'on a ici dans les Maritimes. Est-ce que, puis même ici, parce qu'on est sur le territoire du peuple Wolastoqey, il y a une mère de clan, Mme Imelda Purley. On était des Acadiennes, Hélène de Varenne et quelques autres. On se posait la question, qu'est-ce que nous, les Acadiens, Acadiennes francophones, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous appuyer dans votre parcours de faire revivre votre langue et votre culture après l'horrible histoire des pensionnats autochtones? Qu'est-ce que nous, les Acadiens et Acadiennes, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous supporter dans votre parcours de préserver et faire revivre votre langue et votre culture? Et elle avait déclaré que ce que nous, on devrait faire, les non-Wabanaki, dans le cadre de la réconciliation, c'est d'apprendre sur l'humilité culturelle. L'humilité culturelle. L'humilité culturelle. Et ça m'a resté, depuis ce temps-là, je digère ce qu'elle a dit, parce que c'est vrai. Les francophones, on est des extrovertis. C'est des cultures quand même qu'on parle d'être capable d'exprimer à voix haute des choses, des concepts. Et c'est même, on parlait dans les présentations, comment est-ce que c'est comme ça en Afrique aussi, être allocuteur ou allocutrice, c'est quelque chose de bien vu dans nos communautés, dans nos cultures. Et ça fait que je me demande, dans la francophonie diverse, comment est-ce qu'on fait pour être présent puis être consoeur, confrère dans une diversité culturelle? Comment est-ce qu'on fait pour faire de la place à toutes les coutumes et les valeurs? En passant par les écoles? Oui, bien, c'est ça. Fait que je me demandais, à Calgary, est-ce qu'ils ont des cours à l'Université de Calgary puis d'autres universités? Comment on traite les langues autochtones à New York? Mathilde? Je ne pense pas qu'il y ait des cours dans les programmes dans les universités. Il n'y a pas de programme, il n'y a pas de diplôme pour cela. Mais quand j'ai étudié au Québec, il y avait des cours sur diverses tribus, tout ça. Il y avait, mais maintenant, je ne pense pas. Il y a de moins de jeunes et des gens qui parlent la langue ou du dialecte de leurs parents. Oui. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole sur ce sujet-là? Oui, j'aimerais répondre pour ce qui est de Calgary, si vous me le permettez.
Oui, alors, merci du rappel, parce qu'on parle de beaucoup de choses et quelquefois, on oublie de mentionner le groupe de gens qui nous accueillent, en fait, ici, au départ. Oui, dans les écoles secondaires, il n'y a pas beaucoup d'activités du genre de ce que je viens de mentionner. Mais à l'université, cependant, il y a, donc là, on a créé récemment une vice-présidence aux affaires autochtones. Alors, nous sommes ici à Calgary sur les terres des Blackfoot, des Nakoda et des Métis. Et donc, cette vice-présidence donc gère des cours, des ateliers et toutes sortes d'événements et s'assure que donc, la perspective autochtone est prise en compte et valorisée dans le cadre de la réconciliation. Donc, par exemple, je pense que c'est la semaine dernière ou il y a 2 semaines à peine, c'est eux qui ont donc animé tous les événements autour de la journée, hein, la journée du 30 septembre. Donc, on enseigne les langues. En ce moment même, on a un cours de Nakoda qui se donne à l'heure même où je vous parle. Et au semestre d'hiver, il y aura un cours de Blackfoot qui se donnera. Et ça se donne de façon routinière dans la partie de notre école qui s'occupe où il y a les linguistes. Donc, voilà. On a un code spécifique pour les langues autochtones. Et il s'agit en ce moment, dans le cadre justement de cette réconciliation, on est en train de songer à transférer les cours en question vers le bureau de la vice-présidence dont je vous parlais tout à l'heure, par souci de respect aussi, parce qu'on se rend compte, et cela gêne un tout petit peu nos hôtes, que donc la plupart des langues que nous enseignons dans notre école de langue moderne sont des langues donc coloniales, ou en tout cas qu'ils perçoivent comme telles, et donc ils voudraient ultimement que la responsabilité de ces cours-là leur revienne. Voilà, je m'arrête là. Merci, parce que vraiment, ce que j'allais aller, c'est que nous, les Acadiens, fait que les Acadiens d'ici, du Nouveau-Brunswick, on est une minorité linguistique. Fait que le français est une langue minoritaire, mais une langue on s'est battu depuis les années 60. Puis on a une province qui est officiellement bilingue, anglais, français. Et la langue française, bien là, on a réussi à avoir un statut institutionnel de langue officielle qui a permis de mettre en place des protections pour que la culture et la langue puissent survivre dans un contexte minoritaire. Ça, ce n'est pas la réalité pour tous les peuples francophones du monde entier, qu'on a réussi à faire ça. Puis c'est pour ça que j'amenais la question des peuples autochtones, les Premières Nations d'ici. Je me dis que nous, les Acadiens, on a une responsabilité possiblement d'essayer de les supporter dans leur processus, d'avoir les blocs nécessaires pour pouvoir faire revivre et protéger leur langue et leur culture, possiblement les supporter dans une approche de rendre ça des langues officielles dans la province. Il faut juste la question, puis je demandais à la francophonie ce que vous en pensez. Ben c'est ça. Ceci étant dit, j'ai envie de vous ramener à ce qui vient d'être publié récemment, les dernières données du recensement 2021 au Canada. Et on constate, n'est-ce pas, que partout le français semble être en recul, et en particulier dans les grandes villes. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Daouda? Oui. Sensible comme question, le français en recul. Moi, j'avoue que j'ai de l'espoir pour le français. Je ne lis pas les études, mais on peut voir que, par exemple, chez moi, au Mali, il y a une résistance de la langue qui est là. C'est plus qu'une résistance, c'est une langue qui vit, qui est vécue par
le public. C'est vrai que la dimension coloniale, avec peut-être les rapports politiques des États, mais la langue n'est pas touchée dans son fond. Donc, je pense que cela est important. C'est comme ça que moi, je le vois. Moi, je ne pense pas que l'avenir du français soit menacé. Et ici, je pense que quand je considère mes classes, je vois quand même qu'il y a de l'intérêt pour l'apprentissage du français et aussi pour surtout les cultures dites francophones, précisément la littérature française que j'enseigne. Il y a beaucoup d'étudiantes qui m'écrivent, qui disent « Je vais venir dans votre cours parce que je veux apprendre, je veux savoir plus sur la littérature française. » Donc, je pense que ça va prendre beaucoup d'efforts pour les francophones qui doivent savoir qu'il y a des moments de haut et de bas, bien sûr, mais il faut savoir se relever au bon moment. Et je pense que dans le contexte dans lequel nous sommes, c'est déjà un très bon point. Et je pense qu'il faut alerter les artistes. Le Festival de Slam Poésie en Acadie est un excellent exemple. Et je pense que l'art peut beaucoup aider de pouvoir créer des interconnexions, pousser les jeunes à s'exprimer, à aborder des sujets qui les intéressent en français. Et en dehors de l'art, il y a l'enseignement, il y a les institutions, il y a l'immigration. Parce que ici, beaucoup d'étudiants choisissent le Nouveau-Brunswick comme destination parce qu'ils considèrent qu'ils ne seront pas dépaysés. Ils vont trouver sur place une langue qu'ils parlent. Donc, il y a cet élément qui va faire plus les locuteurs francophones natifs qui sont là, qui se battent. Alors, je ne vois pas de menaces. Quand Mathilde, oui, merci. Quand Mathilde parle de, comment je dirais, de l'inaction par rapport à la communauté francophone asiatique, est-ce qu'il faut le voir comme une critique de la communauté francophone ou un problème plus large? Je parle surtout de l'absence des cours dans des programmes de français dans les universités nord-américaines. Parce que les cours de français ou les cours sur la francophonie ne portent que sur l'ère francophone établie, tels que l'Afrique, le Caraïbe et le Maghreb, le Québec, les aires francophones établies. La francophonie en Orient, la francophonie en Asie n'est pas considérée, n'est pas acceptée du moins par le milieu universitaire comme une ère établie faisant partie intégrale des programmes de français. Regardez, il n'y a pas de cours, il n'y a pas d'intérêt ni de recherche qui porte sur l'ère franco-asiatique. N'a pas de droit de citer comme les autres. Banaf, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas donné la parole. Oui, peut-être je vais d'abord parler un peu de la question de la pédagogie autochtone et l'enseignement du français. Ici, à la faculté d'éducation, on a embauché un spécialiste en pédagogie autochtone. Et on a changé un tout petit peu le curriculum de la formation à l'enseignement. Donc, dans un programme de la formation à l'enseignement du français, notre spécialiste intervient pendant une séance, parle de la pédagogie autochtone, donne des exemples, comment on peut enseigner le français en appliquant la pédagogie autochtone. Et bien sûr, elle donne aussi beaucoup de ressources aux étudiants. Au niveau des curriculums de langue aux écoles en Ontario, je sais qu'on a saupoudré un peu les curriculums avec la pédagogie autochtone. Je sais que, par exemple, qu'en Colombie-Britannique, c'est beaucoup plus avancé. Mais on a commencé. Je veux juste dire qu'on fait des choses. On essaie quand même de sensibiliser les futurs enseignants de français à penser à la pédagogie autochtone, à valoriser les valeurs du terrain. Pour la deuxième question, Adrien, est-ce que le français
est en recul. Bon, les statistiques le confirment, comme vous le dites, donc je ne peux pas. Mais là, je parle plutôt de ma perception personnelle. Mais c'est vrai que oui, les statistiques confirment que le français au Canada est en recul. D'une part, je pense que c'est en raison de la mondialisation et l'importance de l'anglais, donc c'est un phénomène qui est partout. Mais en même temps, bon, j'habite à Ottawa, donc c'est un peu peut-être différent. Ici, les étudiants aiment bien apprendre le français pour obtenir un travail au gouvernement. Il y a quand même beaucoup de chercheurs qui travaillent sur le français. Donc, personnellement, je ne pense pas que... je pense que quand même, il faut toujours être conscient et il faut toujours essayer quand même de faire comprendre aux étudiants, de valoriser leur propre culture, leur langue, la valeur du français. Mais peut-être ce n'est pas vraiment... à mon avis, le français ne va pas disparaître au Canada parce que bon, le contexte socio-historique est très, très différent des contextes comme les États-Unis et qu'il y a quand même des personnes qui défendent le statut du français. Il y a beaucoup d'immigration aussi francophone qui peuvent valoriser la langue et la culture française. Oui, donc, mais à nouveau, je pense qu'il ne faut pas oublier le lien entre la langue et le pouvoir, et que la langue, depuis l'Antiquité, devenait très facilement l'outil de l'oppression ou de la domination d'un peuple sur l'autre. Donc, il faut toujours, je pense, travailler sur l'éducation et sur sensibiliser la population pour défendre le statut du français et la valeur du français au Canada. Oui, d'ailleurs, dans ton texte écrit, tu nous as fourni vraiment une série de pistes de recherche et tout ça. C'est extrêmement intéressant. On va peut-être aborder quelques points plus tard. Je me tourne vers la salle. J'imagine que vous avez, vous aussi, des questions que vous aimeriez poser à nos participants ou en faisant... Gênez-vous pas d'intervenir. Je ne regarde pas souvent, là, mais si vous voulez participer, vous êtes les bienvenus. En préparation de cette table ronde, on s'était posé la question... qu'est-ce qu'il faut penser du fait que certaines personnes, journalistes, universitaires parfois, écrivains, disent que la situation du français au Canada est en processus de louisianisation, hein? Vous avez un peu réfléchi à ça et je sais que j'ai obtenu via courriel des réponses qui s'affrontent, qui s'opposent un peu. Voulez-vous qu'on fasse un tour de table là-dessus? Daouda? Oui, merci. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je ne crois pas que le français sera envahi, qu'il y aura une louisianisation, comme on aime le dire. Je ne pense pas. Mais je pense que moi qui viens d'un pays où j'ai vu les langues cohabiter, je peux m'assurer, parce que j'ai vu l'expérience ailleurs. Mais ce qu'il faut noter, c'est et mettre l'accent, sur quoi il faut mettre l'accent, c'est qu'il faut que les gens s'assurent, surtout les francophones venus ceux qui sont natifs d'ici, qui sont de diverses cultures, ceux qui viennent d'ailleurs, qui sont de diverses cultures, il faut qu'on s'assure qu'ils sont conscients et surtout qu'ils font confiance en la langue française et qu'ils notent que le français n'est pas une menace pour leur culture, plutôt un enrichissement. Oui. Pour moi, à partir de ce moment, nous sommes sûrs de pouvoir aller plus loin et très loin. Donc, je ne pense pas qu'il y a de menaces. Je pense que ça va. Mathilde, es-tu d'accord? Le français au Canada est un statut officiel, langue officielle, donc je ne pense pas que ça va disparaître.
Mais le français au Canada a toujours su cohabiter avec l'anglais, n'est-ce pas? Parce qu'on est dans un milieu nord-américain, donc cette langue a une conscience en soi. Elle sait qu'elle est dans les milieux nord-américains et surtout anglophones. Donc, le français va rester comme il a toujours resté. Par moments, c'est très fort, d'autres moments, plutôt, il y a des défis, mais je pense que ça va rester le français. Moi, je vais me rapprocher du peuple, puis je vais dire que je suis pas tout à fait d'accord, mais c'est des différences de réalité et d'histoire. Je viens du Nord-Ouest, dans un village de 1100 habitants, on est isolé. Il faut conduire 1 heure à l'ouest pour se rendre à Edmundston et fesser quelqu'un qui parle anglais. Ben, anciennement, c'est plus comme ça maintenant. Ou 1 heure à l'est pour te rendre à Campbellton pour fesser quelqu'un qui parlait anglais. Maintenant, au Tim Hortons à Saint-Quentin, celle qui te sert ton café va t'adresser en anglais. Dans une communauté qui, avant, était à 99,999% unilingue, francophone, catholique, acadienne ou québécoise. On a un problème. L'assimilation est un combat constant au Nouveau-Brunswick. C'est que là, j'habite à Boc-Appelé maintenant, dans le sud-est de la province, où est-ce que là, on a inventé tout un nouveau dialecte, c'est du créole. C'est un mélange d'anglais puis de français tout ensemble. Ça parle chiac. 3 mots français, 2 mots anglais, bateau. 1 mot en français, 4 mots en anglais. 4 mots en français, 2 mots en anglais. Vice-versa, puis espère-moi que je crosse la street. C'est ça. Espère-moi un élan que je crosse la street. La protection de la langue française pour les Acadiens, c'est un constat, c'est un combat constant. Et on le sent, là, on le ressent. Donc, la louisianisation, pour nous, c'est une réalité, là. Puis la raison pourquoi que le chiac a émergé dans le sud-est, c'est qu'on vivait voisin à voisin. Puis il y avait des questions d'oppression. Au niveau culturel, les Anglais avaient les gros bouts du bâton pendant des générations. Fait que ce qui arrivait, c'est que les gens ça passait les noms de famille de Leblanc à White, de Doiron à Gould. Ça fait que c'est des réalités pour les Acadiens que j'ai grandi, là, ça a été ma réalité à observer ça. À un point tel que ma mère, Louiselle Cormier, quand je suis revenue de la Nouvelle-Zélande, elle m'a dit « Où c'est que tu vas, là? Où c'est que tu vas aller t'établir? » J'ai dit « Je me retourne dans le Sud-Est. Je m'ennuie de me faire taquiner par les hommes acadiens du Sud-Est. » La culture acadienne du Sud-Est sont bien taquineux. Ça fait que je suis retournée là. Elle dit « Là, ben, arrive pas à la maison, Paris, à Saint-Quentin, là, en parlant chiac. » Parce qu'elle dit « Je te vire de bord tout de suite, tu vas virer de bord dans le corps de porte. » Là. Elle dit « Ici, tu parles français ou tu parles anglais, tu ne mélanges pas les 2 langues. » Ça fait que ça a été un objectif dans ma famille de s'assurer qu'on préservait la langue, l'intégrité du français. Mais là, moi, je lui ai dit, maman, hein, tu comprends-tu que le chiac, c'est un nouveau dialecte, là. Ça parle de la réalité de l'histoire du terroir. C'est comme en Nouvelle-Zélande, en New Orleans, Nouvelle-Orléans, Louisiane. Leur langage, le langage cajun, ça parle de la culture, ça parle de relations avec la terre-mère, avec l'histoire du peuple. Ça fait que si ça change la langue française, puis là, je pose la question à vous, puis il y a des experts dans la salle, si ça devient des langues créoles, qui est un mélange de français et autre chose, c'est-tu grave? Je vous pose la question. On peut répondre à Ottawa, peut-être. Je commence par... Pour les c'est juste grave. Un instant, Ah, c'est moi? Pardon. Je pensais que vous m'avez... Wolof et le français, et puis, on peut dire qu'il n'y a pas de danger. Mais pour moi, si vous permettez, le français ne va pas disparaître au Canada, mais la principale menace, c'est l'existence d'une communauté francophone unie. C'est ça le plus grand danger ici, à mon avis.
à cause des discriminations, des exclusions dont on a parlé tout au long de ce colloque? Je crois qu'on devrait peut-être lui donner un micro parce que ça, c'est... Non, merci. C'était des... Le micro, ça coupe l'inspiration. Oui, c'est ça. Vous avez dit que le danger, c'est une francophonie trop fragmentée, trop segmentée. Les immigrants arrivent et ils n'ont pas développé un sentiment d'appartenance à la communauté acadienne. Oui, parce qu'à cause des discriminations dont on a longtemps parlé, Oui. les exclusions, et puis ils s'anglicisent en conséquence. Ils s'anglicisent en conséquence lorsqu'ils immigrent ici. Oui, parce que n'ayant pas développé un sentiment d'appartenance. OK, ils n'ont pas développé un sentiment d'appartenance avec la culture acadienne lorsqu'ils immigrent, avec la communauté même, et ça cause un risque que les immigrants francophones de d'autres régions du monde, lorsqu'ils immigrent au Canada, vont s'en aller vers la langue anglaise. Exactement. Au lieu de... Mais à cause des possibilités d'emploi qu'offre la langue anglaise, mais aussi à cause des discriminations. À cause des plus grosses possibilités d'emploi, à cause de la langue anglaise, mais aussi à cause de l'assimilation. Non, des discriminations. De la discrimination. Ça, c'est important. C'est ça. C'est très important. Non, c'est-tu culturel? Est-ce que c'est la culture acadienne qui fait ça? Ou c'est quoi? Non, il n'y a pas une culture qui serait une culture qui discrimine comme ça. Oui. C'est une question d'attitude, c'est une question de rapport de pouvoir. Rapport de pouvoir est systémique? C'est ça. Bon, merci. Ça, c'est des très bons sujets. Je vous interromps un petit peu. Monsieur Adrien, j'ai quelqu'un en Quelqu'un ligne, veut parler en Sylvia, arrière. qui aimerait répondre à la question. Est-ce que vous la permettez? Oui. On va la désigner comme présentatrice, puis on va lui donner accès au micro. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, alors, je sais pas si, j'ai pas une réponse, mais j'ai une constatation. Est-ce que la langue pure existe? Est-ce que le français est une langue pure? Si on regarde l'histoire du français, les langues portent les traces de leurs histoires. Alors, à quoi ça, je veux dire, dangereux pourquoi? Dangereux pour qui? Et c'est des réflexions comme ça qu'il faut mener parce qu'il n'y a pas de langue pure. C'est une utopie de penser qu'il y a des langues pures et de vouloir absolument préserver une langue pure. La vie des langues, la naissance, la mort des langues représente l'histoire de l'humanité. Et le français, si vous regardez toutes les racines qu'il y a dedans, il y a au moins une cinquantaine de langues. On a emprunté à cinquantaine de langues et elle a évolué depuis sa naissance. Alors, je ne sais pas, ce n'est pas une réponse, mais c'est une façon de faire réfléchir autrement que de dire c'est grave, on perd. Il y a perte et gain toujours. La vie d'une langue, c'est ça. Perte et gain, voilà. Banaf, j'avais l'impression que tu voulais répondre. En fait, je confirme ce que Mme Kasparian a dit. Je peux juste citer une phrase de France Martineau, la sociologiste acadienne, qui dit « Le français est fluide et non pas standard. C'est une langue de migration en contact, donc avec d'autres langues évolutives. » Donc, moi non plus, je ne pense pas que le français disparaisse, mais à nouveau, je comprends la remarque de notre collègue dans la salle sur la question de la discrimination, parce que la question, c'est plutôt sur la justice sociale. Et je pense que la question doit se poser sur un autre niveau. Il faut demander si, par exemple, si c'est uniquement l'accès à l'anglais ou à un français canadien, ou un français acadien, un français québécois, qui garantit aux personnes d'avoir une situation économique et politique stable ou supérieure ou pas. Est-ce que c'est une forme de français, comme français québécois, français parisien, qui est considérée comme plus prestigieuse qu'une autre forme de français? Est-ce que c'est plutôt, je pense que c'est plutôt la question de l'égalité, la démocratie et la justice sociale qui doit être posée pour que
tous les francophones vivent heureux, ensemble, et défendent le français et leur culture, bien sûr. Voilà. À Calgary, Ozouf, je pense que Ozouf a des enfants, n'est-ce pas? Oui, j'en ai un, oui, effectivement. Merci de me donner la parole. Alors, ce que je dis là, je parle après pour tout ce qui est à l'ouest de l'Ontario, c'est-à-dire donc du Manitoba jusque sur la côte pacifique en Colombie-Britannique, parce qu'on est plus ou moins dans cette situation, la même situation de francophonie minoritaire, plus minoritaire encore que la minorisation qui se passe, qu'on voit au Nouveau-Brunswick et peut-être même au Québec. J'ai l'impression que la part du français, en quelque sorte, pour rester sur cette langue en particulier, est si petite, finalement, que se développe une espèce de crainte et un réflexe de repli sur soi. Alors, peut-être par ce qu'on appelle scarcity mentality, là, c'est-à-dire peut-être la crainte de la pénurie. Et ce qu'on observe sur place ici, et même constat par les collègues dans les autres provinces que j'ai citées tout à l'heure, c'est donc une espèce au lieu de travailler ensemble, parce qu'en fait, on est déjà précarisé par la situation linguistique globale, en fait, chacun essaie de tirer la couverture à soi. À Calgary, par exemple, donc il y a, je ne sais pas, il y a facilement 6 ou 7 associations différentes qui prétendent toutes défendre l'intérêt de la langue française et sa vitalité. Donc, il y a les Français d'un côté avec l'Alliance française, il y a la Cité des Rocheuses, il y a, bon, je ne peux pas les citer toutes. À mon avis, il y en a 2 fois trop déjà. Surtout si l'idée, c'est on passe le peu d'énergie qu'on a à se tirer entre les pattes et à tirer la couverture à soi. Alors, donc, c'est intéressant. Pendant qu'on est en train de se tirer dans les pattes, les vrais enjeux sont là. Et ce qui fait que le français recule facilement dans un endroit comme à Calgary, ce n'est pas les grands principes qu'on peut énoncer en lisant des théoriciens, mais c'est la réalité banale et concrète du terrain. Quelqu'un l'a évoqué dans la salle tout à l'heure, c'est-à-dire que parfois, et plus souvent que moins souvent, hélas, donc les petits écoliers qui arrivent, par exemple, à l'école primaire, qui sont d'ascendance africaine, quelquefois sont maltraités. Hein. S'ils sont moins bien traités à l'école, alors évidemment, personne n'aime ce sentiment-là. Hein. Et logiquement, les parents vont soustraire ces enfants à l'école de langue française. Et donc, ensuite, on vient se plaindre du peu de vitalité de la langue, alors que ça, c'est quelque chose sur quoi on peut agir très directement et très concrètement. Quand vous arrivez dans une classe et que dès la première semaine d'école, la maîtresse d'école a une liste d'élèves préférés et que par hasard, tous les élèves non préférés sont les petites têtes nègres et arabes, on a un problème. Il y a un malaise, il faut se le dire. Donc, une liste d'élèves préférés, c'est peut-être déjà une pratique contestable, mais le fait que cette liste arrive la toute première semaine d'école, avant même que les enfants aient eu l'occasion de mal se comporter, pose un problème à quoi il faut réfléchir. Donc, si on continue comme ça à se désunir, voilà, au lieu de travailler vers un objectif commun, alors effectivement, j'ai bien peur que statistiquement, la francophonie, et ça c'est valable pour n'importe quelle langue qui se retrouverait dans cette situation, décroisse progressivement et plus vite encore qu'on ne le croit. Donc la proportion de parents qui retirent leurs enfants pour ces raisons-là
est quand même assez importante. En changeant peut-être, oui, il y a quelqu'un. Monsieur Calvet, est-ce que vous pouvez prendre le micro en arrière? Oui, ils sont ouverts au plafond. OK. On m'entend là, alors? Pas envie de me casser la voix. J'ai un concert à donner demain. Non, j'écoutais avec beaucoup d'attention tout ce que vous disiez. Il y en a qui disent, puisque le français est officiel, il n'est pas menacé. Même parmi vous quatre, voilà. Et puis il y en a qui expriment, qui racontent des expériences particulières. Ils disent, moi, ce que je vois, ce que j'entends, c'est que le français recule. Mais s'appuyer sur ce qu'on appelle la politique linguistique, telle langue est officielle, donc elle a le vent en poupe. C'est une erreur si on ne pense pas qu'il y a aussi, à côté des politiques linguistiques dans les bureaux des décideurs, des politiques linguistiques dans les pratiques sociales. Quand je vois les différents pays qui sont ici représentés dans la salle et en distanciel, je vois le Gabon par exemple. Vous êtes gabonais, c'est bien ça? Oui. Ah, et le Togo, excusez-moi. Je parle du Gabon, voilà. Le Gabon est un pays dans lequel le français est langue officielle. L'actuel président voudrait mettre l'anglais comme langue officielle. Et sur les marchés gabonais, comme il n'y a pas de langue véhiculaire dominante au Gabon, le français, c'est un cas unique en Afrique, le français est la langue dominante partout dans les rues et sur les marchés. On a parlé du Sénégal tout à l'heure, mon voisin de gauche géographique disait moi je mélange le Wolof et le français. J'étais il y a 2-3 mois à Ziguinchor, dans le sud du Sénégal, où je fais depuis 35 ou 40 ans des enquêtes sur les marchés plurilingues, et on se rend compte qu'il y a 23 langues à Ziguinchor. Sur les marchés, il y en a 3 ou 4 qui s'imposent, parmi lesquels le français, le Wolof et une langue régionale, par exemple le Diola. Partout dans ces exemples-là, on a donc les gens qui prennent en charge leur langue, qui décident dans leur pratique quotidienne quelle langue je parle. Et le marché, pour moi, est un bon catalyseur, hein, parce qu'on voit ce qui se passe réellement dans les boutiques. Quand on va acheter sa nourriture, ses vêtements, s'il y a 30 langues présentes dans un pays, ben, il y en a 2 ou 3 qui me servent à communiquer, à vendre et à acheter. Et de ce point de vue-là, le français peut avoir une place ou ne pas en avoir, mais c'est indépendant des lois. On s'inquiète au Québec de l'avenir du français. Pourtant, le Québec, c'est une armure législative. Hein, il y a des tas de lois sur le bilinguisme. Ici, le Nouveau-Brunswick est officiellement bilingue. C'est peut-être rassurant. Quand je vais à Moncton, et que je n'ai pas eu le temps de voir ici, hein, et que je regarde les plaques des rues, elles sont bilingues. Mais on a profité d'une caractéristique syntaxique, c'est qu'en français, rue ou boulevard ou place vient avant le nom. Hein, rue Samira. Et en anglais, ça vient après. Samira Street. Or, quand je regarde les plaques à Moncton, vous avez rue, church, street. Ouais. Alors que le bilinguisme, ça serait rue de l'église et church street. J'ai vu rue Main Street. Alors, les francophones disent la rue Main, les anglophones Main Street, alors que le bilinguisme serait rue principale et Main Street. Donc là, vous avez un bilinguisme, je vais dire une grossièreté, mais enfin bon, de gogo, on nous prend pour les imbéciles. Ce n'est pas un bilinguisme. C'est l'anglais qui impose sa forme syntaxique à la toponymie, enfin à l'odonymie, pour faire chic le nom des lieux. Donc, ça me paraît important qu'on distingue bien la puissance que peut avoir le peuple et parfois l'inefficacité que peuvent avoir les lois. Oui, moi-même, j'ai envie de rebondir sur ce que vous dites avec des exemples. Il n'y a rien qui bat le poids démographique. À Moncton, effectivement, c'est la rue Main, mais à Edmundston aussi, Edmundston a été largement anglophone jusqu'aux années 50 et par la suite s'est francisé rapidement avec ce qu'on a appelé la revanche des berceaux et la Révolution tranquille. Et par exemple, les noms de rues, la toponymie au centre-ville d'Edmundston étaient anglophones.
On avait aussi la Church Street à Edmundston, puis les anciens parlent de la rue Church, exactement comme à Moncton. Mais plus aujourd'hui. Ben oui, plus aujourd'hui. Petit à petit, ça a été, comme vous dites, Church Street, rue de l'Église, et puis finalement, rue de l'Église s'est imposée. Et on a plusieurs exemples. Quand j'étais petit, on n'avait pas Rivière Verte ou Rivière Verte, comme le monde disait, la rivière Verte. On avait la Green River. Et petit à petit, la Green River est devenue la rivière Verte. Et avec la Révolution tranquille, le toponyme s'est imposé. On n'avait pas le Grand Sault et Grand Falls. On avait Grand Falls. Et maintenant, la ville est officiellement bilingue elle aussi et elle a un double nom. Alors, il y a plein d'exemples comme ça. Et c'est le poids démographique qui à mon avis, fait le poids, justement. Et un point que je veux faire, c'est qu'il y a un démographe de l'Université de Montréal qui raconte que sur le plan de l'immigration, qu'on en demande énormément aux immigrants, aux migrants. On leur demande de remplacer les enfants qu'on ne fait pas. On leur demande de prendre les emplois qu'on ne veut pas avoir. On leur demande de s'établir dans les communautés rurales où on ne veut pas aller. On leur demande de sauver la langue française. C'est beaucoup demandé aux immigrants. Alors, je voulais lancer ça pour que vous puissiez continuer là-dessus. En particulier à Calgary, parce que Ozouf a parlé de cette idée que c'est très difficile de devenir un Canadien de première génération plutôt qu'un migrant de deuxième génération. Ozouf? Oui, oui, vous avez raison. C'est-à-dire que la population qui arrive à Calgary, qui migre et qui met ses enfants dans ces écoles-là, hein, les écoles francophones par exemple, constitue en fait une bonne masse critique, celle qui permet à la langue de vivre. Et au lieu d'être récompensée, elle est punie, hein, ou en tout cas elle est, je sais pas, maltraitée comme je disais tout à l'heure. Donc oui, plusieurs personnes l'ont dit, il peut y avoir des lois et tout ça, mais c'est au quotidien que ça marche. C'est-à-dire c'est dans les interactions quotidiennes qu'on peut avoir le sens qu'on construit quelque chose ensemble et qu'on va avec des objectifs communs et qu'on peut tous bénéficier. Alors, quelqu'un a parlé aussi un peu plus tôt des opportunités qu'offrent les langues. Alors ça, c'est intéressant aussi. Je me souviens d'un taxi que je sortais d'un colloque à McGill, à Montréal, sur l'intertextualité. Et bon, on a entendu toutes sortes de choses intéressantes, comme on en entend dans les colloques. Et ensuite, à la fin du colloque, je prends mon taxi pour retourner à l'aéroport Trudeau. Et alors, le monsieur, le taxi qui était haïtien, me demande ce que je fais, etc. Enfin, le chit-chat habituel. Et donc, je lâche le mot colloque intertextualité. Et alors là, il m'a fait la communication la plus intéressante de tout le colloque. C'est-à-dire que, donc, ce qui veut dire qu'il était, en fait, un universitaire qui est arrivé à Montréal et qui ne pouvait pas donc travailler comme professionnel dans sa branche et qui s'est retrouvé à faire le taxi. Voilà, donc quand on fera attention à toutes ces petites choses, ou grandes choses, mais j'aime les appeler petites parce qu'elles sont à notre portée quand même, à ce moment-là, on pourra revisiter la question. Je crois que la question de la vitalité se posera peut-être un peu moins. Vous avez levé la main, hein, Daouda? Oui, ben, je pense qu'il l'a déjà dit. Moi, je pense que la solidarité entre les communautés francophones est très importante. Parce que, vous savez, on a toujours envie de rester dans sa langue. Et ceux qui arrivent se sentent bien dans cette langue-là.
lorsque j'ai un problème avec ma voiture à Fredericton, j'ai préféré venir à Moncton pour voir un mécano francophone. Il me dit, mais pourquoi tu quittes Fredericton? Je dis, parce qu'on va me dire des choses que je ne vais pas comprendre avec la mécanique. Et c'est ça aussi la francophonie. Donc, sur le plan professionnel, c'est très important que les discriminations disparaissent. Parce que ça pousse beaucoup de gens, il l'a dit, hein, le collègue, il vient de le dire, beaucoup de gens quittent et vont dans des communautés qui sont parfois anglophones parce qu'ils ne trouvent pas ce qu'ils veulent. Mais le gros problème aussi, c'est que même en tant que francophone parfait, quand on est différent, parfois, on ne peut pas avoir l'emploi qu'on veut. Or, on remarque que sur ce plan, je me demande ce qu'on peut faire parce que des anglophones qui arrivent, quand on arrive 100% anglophone, j'ai l'impression qu'au Nouveau-Brunswick, on a plus de chances d'avoir un emploi tout de suite que lorsqu'on arrive 100% francophone. C'est-à-dire, vous êtes anglophone, vous ne parlez qu'anglais, vous ne parlez pas un mot français, vous trouvez un emploi. Vous arrivez, vous êtes francophone, vous ne comprenez pas anglais, vous n'avez pas d'emploi. Ce côté, il faut y songer, il faut y penser. C'est ce que je voulais ajouter. C'est la réalité d'être une minorité linguistique dans une mer majoritairement, puis une structure. Le gouvernement, on est dans la boîte coloniale anglophone. C'est de la Grande-Bretagne. Le droit, c'est du droit anglais. On est fait que quoi, 33%, entre 30 et 33% de la population, les francophones, dépendamment de la région. Ça fait que c'est ça, c'est une réalité qu'on doit constamment vivre avec puis trouver des façons. Mais pour les écoles, pour revenir aux écoles, l'article 23 de la Charte des droits et libertés est un article qui a permis à certaines régions de se refranciser avec l'éducation des enfants. Ce qui permettait aux Acadiens, ben, en fait, dans les Maritimes, on a vu ça en Nouvelle-Écosse, là où le nombre le justifie, il doit y avoir une école francophone. Et on a vu ça à Miramichi, on a vu ça dans plusieurs régions en Nouvelle-Écosse, à l'île du Prince-Édouard. Ça l'a permis de bâtir des écoles francophones. Mais là, pour revenir à ce que M. Sall disait du Sénégal, il va falloir qu'on ouvre nos horizons. Hein? Les francophones du terroir, il va falloir faire de l'humilité culturelle, comme Mme Purley dit, puis ouvrir les portes à la diversité culturelle francophone dans les Maritimes. C'est hyper important de laisser la place à la francophonie, la diversité de langue française, avoir une place. Avec plus de discrimination, si on peut éliminer ça, ça va aider. Merci, c'est vrai. Oui, j'ai envie de dire que tout à l'heure, j'ai dit que la ville d'Edmundston était anglophone, fortement anglaise jusqu'aux années 50. Et la grande école, c'était le Cormier High School. Et aujourd'hui, la ville est à 90-95% francophone. Et on est l'une des, je pense, peut-être l'unique exception au Canada où il y a un centre communautaire anglophone avec le même statut que les centres communautaires francophones ont. Par exemple, à Fredericton, qui a été le premier historiquement. C'est un bon point. Est-ce qu'on peut passer à peut-être un autre aspect? L'Internet, ça aide ou ça nuit? L'Internet, ça aide ou ça nuit? Eh bien, pour la langue, c'est surprenant comme question. Moi, je pense qu'en grande partie, ça nuit. Ça nuit parce que la communication, surtout écrite, je ne parle pas de l'oralité, ça pourrait être utile,
pour les festivals, pour les slams, pour des gens qui s'adonnent à des activités en français à l'oral. Mais à l'écrit, aujourd'hui, on écrit comme on parle. Et cela n'aide pas à sauver la langue. On parle comme on écrit. Oui, et donc ça devient un sérieux problème. J'ai l'impression que la grammaire n'existe plus, que les structures n'existent plus, que l'orthographe n'existe plus. Et c'est inquiétant. À la longue, si ça continue, eh bien, surtout les professeurs de français, je pense que nous devons être très exigeants de ce côté-là. C'est ce que je pense réellement. Mathilde? Je pense que le français a régressé sous les effets de l'Internet parce que les Google, les Facebook, les Twitter, ils sont tous anglophones et américains. Donc, la langue dominante sur les réseaux n'est pas le français, mais c'est l'anglais. Et donc, l'Internet, par le fait même, a fait régresser le français d'autant plus, comme le collègue souligne. Et quand on écrit sur l'Internet, via l'Internet, on n'écrit pas d'une langue littéraire, on écrit d'une langue pratique et courante, rapide. Donc, on a fait sauter la grammaire, on a fait sauter l'orthographe, on a fait sauter toutes les règles classiques, scolaires et classiques. Cela a fait aussi régresser la qualité linguistique de la langue. Voilà. Paris, je sens que tu vas Je suis d'accord, rebondir. c'est un véhicule d'assimilation. Puis je parlerais aussi pas juste l'Internet, les médias. Ici, au Nouveau-Brunswick, on est trop proche des États-Unis, puis trop proche du Québec. Donc, on est bombardé de la langue anglaise, américaine, et ce qu'on voit à la télé et dans les multimédias, c'est un surplus de langue anglaise américaine et du contenu américain, beaucoup, puis multigénérationnel. Là. Si on remonte à les années 40, 50, 60, depuis la venue de la télévision, en fait. Puis là, ben, on a eu une surgescence de la télévision québécoise, avec beaucoup de contenu qui venait du Québec. C'est encore pas acadien, mais là, on commence à en avoir un petit peu des compagnies de production, de télévision, typiquement québécois, acadiennes, qui deviennent un peu remplacer le contenu qu'on avait. Mais c'est quelque chose, quand on parle de diversité francophone en Acadie, il va falloir aussi faire de la place à d'autres. Puis d'où vient l'enjeu principal de la mondialisation? C'est l'appréciation et le respect des coutumes et des valeurs de tous les aspects de la francophonie, là. C'est là ce qu'on est, là. C'est là l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on fait pour apprendre à s'apprécier profondément pour qu'on puisse respecter les coutumes et les valeurs de chacun et les dialectes qui vont venir. C'est ça, là. Je ne peux pas croire que tout le monde est d'accord avec cette opinion majoritaire-là. Banaf à Ottawa? Oui, bah alors, peut-être mon avis est lié plutôt à mes origines, ou je ne sais pas, à ce que j'enseigne, parce que j'enseigne, je travaille sur l'intégration de la technologie de l'information et de la communication dans les enseignements des langues, aussi en éducation postsecondaire. Moi, je ne suis pas contre Internet, je ne suis pas contre la technologie, parce que je pense que si on l'utilise correctement, ça pourrait établir plus d'équité au niveau de l'éducation pour les régions qui ont un peu lointaines. Je pense que la culture de la lecture peut-être a diminué. Ça veut dire qu'on a moins d'habitude de lire des livres ou mais on peut toujours, même dans le cadre de nos enseignements de français, proposer aux élèves ou aux étudiants de faire des produits multimédia, donc, mais en français, c'est-à-dire de produire en français. Je dis toujours à mes étudiants,
j'ai un cours au niveau de maîtrise destiné aux étudiants qui sont déjà enseignants de français ou enseignants des langues secondes au Canada, partout. C'est un cours asynchrone, donc je leur dis toujours qu'il y a moins de ressources en français sur Internet, donc peut-être l'une des tâches auxquelles on pourrait penser de produire la connaissance en français, mais avec les nouvelles technologies, parce qu'on ne peut pas quand même s'échapper à la réalité de l'avancement de la technologie et de la présence de la technologie. Et Ozouf? Oui, merci. Alors oui, évidemment. Moi, j'ai envie de dire qu'il faut peut-être se garder de considérer la situation comme si on était dans une espèce de fatalité et qu'on n'avait aucune forme d'agentivité. On peut, Banafché le disait tout à l'heure, on peut créer du contenu en français. Donc, pour moi, je ne vois pas de scénario possible où l'Internet serait un obstacle ou quelque chose de mauvais pour la langue en question, parce que, surtout, là, on parle d'une langue qui a un clavier, qui est standardisé, etc. Donc, encore une fois, c'est des choses qui sont probablement à la portée des locuteurs de cette langue, et il leur appartient de créer des contenus et d'accroître ainsi la présence de la langue sur la toile. Et plutôt que de répondre plus longuement, en fait, j'aimerais plutôt inviter, s'il y consent, M. Calvet, Mme Kasparian, dans la conversation, parce qu'il me semble que dans le baromètre Calvet, il y a probablement, je ne l'ai pas sous les yeux là, mais il y a probablement quelque part dans la grille où on compte la présence de la langue donc, sur Internet. Donc, je ne peux pas croire, je refuse de croire que ce soit quelque chose de négatif ou un frein. Allez-y, M. Calvet. Merci de parler, mais je voulais parler justement. Bon, d'une part, je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée que Internet puisse favoriser l'anglais. Depuis 40 ans, il y a 40 ans, on disait Internet est une invention américaine, pour la langue américaine, il n'y aura jamais que de l'anglais. Or, depuis 40 ans, l'anglais ne cesse de baisser sur Internet. Pas en nombre absolu, mais en relatif. C'est-à-dire que l'anglais était à 95%, Internet était à 95% en anglais il y a 30 ans, et il en est, je crois, à 55%. Il y en a de plus en plus, mais il y a d'autres langues qui sont aussi sur Internet et qui montent sans arrêt. Tu as fait allusion au togolais que j'ai pris pour un gabonais, je ne sais pas ton prénom. Tu as fait allusion au clavier. C'est vrai qu'avec Unicode 1 et 2, des langues qui ne pouvaient pas accéder à Internet parce qu'il fallait avoir l'alphabet latin. Maintenant, on peut écrire en arabe, on peut écrire en dévanagari. Bon, il y a aussi des gens qui inventent des écritures. Des tas de langues africaines, par exemple, je vois des dialogues entre des Sénégalais qui s'inventent entre eux une façon d'écrire le Wolof. Donc, de ce point de vue, Internet est ouvert à plein de langues, mais jusqu'ici, dans cette pièce, on n'a raisonné qu'en termes de anglais contre français. Évidemment, l'anglais est en avance sur les autres langues sur Internet. Mais la deuxième chose que vous avez dite et qui me heurte un peu, c'est on n'écrit plus en bon français sur Internet, la grammaire se perd, ça surprend un linguiste. Je veux dire que les linguistes sont un peu schizophrènes, peut-être. Je suis moi-même énervé quand je trouve dans les copies d'étudiants ou dans les textes des choses que je considère comme des fautes de français. Mais je sais, en tant que linguiste, que les langues évoluent dans l'oral et pas dans l'écrit. Ce qui fait que les langues changent, c'est la façon dont les gens les parlent. Les langues appartiennent à ceux qui les parlent. Donc quand je dis que je suis un peu schizo, c'est que ce que je viens de dire là s'oppose à mon énervement quand je trouve du français mal écrit ou de l'anglais mal écrit. Mais de ce point de vue-là, les grammaires, les dictionnaires sont des frigidaires qui intègrent peu à peu, qui jettent des choses et qui en prennent d'autres dans les pratiques sociales, dans les pratiques linguistiques quotidiennes. Nous faisons chaque jour la langue que nous parlons et nous la changeons chaque jour.
Alors, je ne connais pas bien le Québec, le Brunswick, le Canada, mais quand même, en vous écoutant depuis que je suis là depuis 3 jours, j'entends une fille qui me sert une pizza, elle parlait bizarrement, je la comprenais parce que je suis habitué à plein de choses, et je lui dis qu'est-ce que c'est, elle me dit c'est du... Rayon. Ouais, c'est ça, oui. Alors que moi, je croyais qu'on parlait de tchak ici du côté de Moncton, je découvre qu'il y a une autre façon. Ben, ça, c'est aussi l'histoire de la langue française. Alors, à nous de faire qu'on arrive quand même à avoir des formes véhiculaires qui permettent à quelqu'un d'ici, de Moncton, de Bamako ou de Marseille de se comprendre, et que chacun ait aussi son identité locale qui se traduit dans une façon locale de parler une langue, ce qu'on pourrait appeler le dialecte. Alors que par ailleurs, le mot dialecte a un sens péjoratif. Tout à l'heure, j'écoutais un collègue de Shanghai parler de la politique linguistique en Chine, et évidemment, comme la majorité des Chinois, il y a le putonghua, et puis il y a les dialectes. Les dialectes qui sont des langues aussi différentes du putonghua que l'espagnol, du portugais, de l'italien, du roumain. Chacun a sa langue, et puis dans le cadre d'une langue, il peut y avoir des formes locales. Alors, on se bat pourquoi ici? J'ai l'impression que certains disent, oui, mais nous autres, des maritimes, comme tu disais, on n'est pas reconnus. Eh ben, vous avez votre parler local, vous avez un français québécois, les seuls que les Français connaissent d'ailleurs en France, hein, les autres, ils ignorent. Vous avez peut-être un français canadien, et puis si vous allez à New Orleans, vous allez entendre des gens qui parlent cajun, hein, et qui parlent, je pense, d'une autre façon. Le Sénégal, le Mali, le Gabon, le Congo ont des façons de parler français, et puis on se démerde dans les colloques, dans les relations internationales, pour parler un français qui est un autre niveau de langue. Et surtout, n'allez pas dire que l'écriture effectueuse sur Internet détruit la langue. Au contraire, elle prépare son avenir. Merci, M. Calvet. Issa est toujours là? Oui? Non? Est-ce que tu veux intervenir? Oui, ben, je veux savoir qu'est-ce que les plus jeunes pensent de ça, l'Internet. J'ai des difficultés avec la technologie, croyez-moi. Mais moi, quand je suis arrivée au Canada, j'étais surprise parce qu'on disait que c'était un pays bilingue. On m'attendait partout à ce qu'on parle les 2 langues officiellement. Donc, quand je suis arrivée à la ville de Québec, j'ai dit, je vais apprendre l'anglais parce que je suis francophone. Et on s'est fâchés. Les professeurs étaient outrés. Comment ça, tu viens au Québec et tu veux apprendre le français et l'anglais ici? Ça m'a pris du temps jusqu'à arriver à Ottawa pour apprendre l'anglais finalement par immersion. Donc ça, c'était la première surprise pour une migrante. Deuxième, c'est que j'ai appris, parce que je travaille avec les francophones, CRCF, à l'Université d'Ottawa, que ce n'est pas seulement l'assimilation culturelle, mais c'est aussi le détachement de Québec. Avant, c'était le Canadien français. Et quand le Québec détaché et s'est posé comme province qui a pris le nom de Québec, ça a fragilisé les autres minorités linguistiques. Les franco-ontariens, les acadiens, les franco-ontariens. Et c'est cette fragmentation qui est, à mon sens, est problématique. Parce que maintenant, on parle Québec et du Canada francophone. C'est quoi le Canada? Ça a poussé, ça a incité les autres provinces à se redéfinir. Et on est encore dans ce processus de redéfinition de ces linguistiques. Et il n'y a pas de pont. Il n'y a pas. Ils sont dans un archipel comme ça. Il n'y a pas de connexion. Maintenant, il y a une immigration aussi qui vient s'installer au Nouveau-Brunswick, en Ontario, pas nécessairement au Québec. Donc, ils souffrent. Mais comme vous avez dit, il y a une réalité. On est sélectionné parce qu'on est francophone. Dès qu'on arrive, le milieu est majoritairement, au moins, il est dominé par l'anglais. Donc, ils sont confrontés eux aussi à des obstacles. Cette réalité. Je ne sais pas si dans d'autres sessions, on a expliqué qu'est-ce que ça veut dire le fait que le Nouveau-Brunswick se définit comme une province bilingue.
c'est un petit peu complexe, mais je dirais que l'idée générale, on ne parle pas des individus, mais des droits collectifs des communautés francophones et anglophones. Alors, la loi 88, qui est inscrite dans la Constitution canadienne, dit que les deux communautés linguistiques du Nouveau-Brunswick ont chacune droit à leurs propres institutions, ce qui inclut en particulier l'éducation et la santé et des aspects comme ça. C'est ce qui explique que partout au Nouveau-Brunswick, on a un réseau d'écoles francophones jusqu'à l'université et la même chose du côté anglophone. Et l'idée générale au départ, c'était pas de dire qu'il fallait que les individus deviennent bilingues. C'était exactement le contraire. C'était de dire qu'il faut que les individus puissent vivre dans leur propre langue en toute égalité avec l'autre langue. Et c'est pas facilement compris comme ça de façon générale, là. Oui. Ontarienne, je vais poursuivre un peu sur ce que tu as dit. Mes deux grands-pères étaient dans la patente. Est-ce que tout le monde connaît la patente? Oui. Soit dit en passant, il y a un film qui vient de sortir sur la patente par M. Comeau, je pense, le cinéaste acadien. La patente était plutôt des hommes. Donc, je vais parler plutôt du côté franco-ontarien. Une société secrète. C'était secret. Ça commençait à Vanier, dans la région d'Ottawa. Et puis, donc, mes deux grands-pères allaient cogner aux portes des francophones de la région pour essayer d'intégrer les gouvernements municipaux, provinciaux et fédéraux pour pouvoir créer plus de pouvoir pour les francophones canadiens. Donc, dans ces années-là, c'était la francophonie canadienne. Et puis, quand Duplessis a entendu parler de la patente, il a pris un peu ça en charge, si on peut dire, puis a soulevé ça comme un peu comme le nationalisme québécois. Et puis, quand ça s'est arrivé, mes deux grands-pères, quand ils allaient cogner aux portes, les gens croyaient qu'ils faisaient partie du nationalisme québécois, donc ils se faisaient fermer les portes, les portes au nez. Donc, la patente a comme un peu tombé. Et puis, c'est là où il y a eu aussi une fraction entre le Québec et puis la francophonie canadienne. Ben, c'est que c'est devenu ça. Mais c'est là où il y a eu une fraction. La patente, c'est comme le surnom de l'ordre de Jacques-Cartier. C'est ça. Mais il y a eu une fraction entre le Québec et puis le Québec qui est, en étant franco-ontarienne, en vivant en Acadie depuis des années, quand j'étais jeune, j'étais vraiment la francophonie. Je me souviens, on allait magasiner à Ottawa, puis on demandait notre service en français, puis si on ne l'avait pas, on sortait. Donc, c'était vraiment pousser la francophonie. Quand je suis arrivée en Acadie, ben, c'était un autre type de francophonie aussi canadienne, mais je n'ai jamais voulu étudier au Québec parce que je ne me sentais pas comme la compréhension des minorités francophones. De là vient toute l'histoire aussi avec la patente. Mais il y a aussi un aspect, je trouve, qui est rarement discuté. C'est en étant franco-canadienne, j'ai beaucoup d'amis acadiens et franco-ontariens, on a honte de parler en français. On a honte de parler en français parce qu'on nous dit, puisqu'on est jeune, que notre français n'est pas bon par les Québécois et par la France. Donc, on a cet aspect comme si nous, on est franco-canadiens ici, les Québécois sont par-dessus. Ensuite, il y a la France. On se fait taper sur la tête constamment. Et puis, j'ai beaucoup d'amis, quand on va au Québec, « Ah, ben, tu as un accent. » « Ben oui, ben toi aussi. » « Oui, mais tu as étudié en français toute ta vie. » « Oui, et je suis même venue au Québec pour étudier en anglais. Je n'ai pas étudié au Québec en français. J'ai fait ma maîtrise en anglais au Québec. » Puis il y a comme ce genre d'incompréhension, mais c'est de là aussi où est-ce que la solidarité entre les communautés franco-canadiennes, en incluant les Québécois, et moi, j'ai me faire dire que je suis hors Québec, francophone hors Québec. Je ne suis hors de rien. Je suis franco-canadienne. Et puis, donc cette honte-là fait en sorte que beaucoup de gens
vont juste commencer à parler en anglais. Ben, l'assimilation fait aussi que cette solidarité au Canada même n'existe plus. Donc, quand j'étais jeune, on était 5% franco-ontariens. Je crois maintenant c'est rendu à 4%. Donc, il y a cet aspect aussi de, justement, comme Sylvia disait, il n'y a pas une utopie de qu'est-ce qu'est le français. Puis, de dire qu'un type de français ici est bizarre, ça crée encore que, oh, mon français n'est pas aussi bon que le tien. Mais mon français est aussi bon que n'importe lequel. Voilà. Donc, en tout cas, voilà ma montée de lait. On a ça au Nouveau-Brunswick. On l'a aussi parce qu'entre le nord-ouest et le sud-est, ou en fait le nord, point, et le sud-est, parce que le sud-ouest est plus anglophone, les Acadiens, les francophones du sud-est qui parlent chiac, je sais parce que je travaillais là, puis lorsque je m'adressais avec eux, je parlais avec eux en français, ils se sentaient mal à l'aise. Puis c'était un inconfort qui faisait que moi, pour les faire sentir plus confortables, je parlais chiac. Pour les rendre confortables, je switchais à parler chiac. Parce que si je parlais en français saint-cantinoise, je les rendais inconfortables. Puis ça fait qu'eux, ils deviennent, c'est une assimilation qu'on vit en ce moment dans le sud-est de la province. Les gens vont devenir anglophones, là. Puis des femmes de mon âge qui ont des enfants, leurs enfants sont en immersion, sont dans des écoles anglophones, en immersion en français. Ils viennent de Néguac. Les deux parents sont unilingues francophones, mais leurs enfants, qui devraient être francophones, sont en immersion en français dans des écoles anglophones et ils haïssent leurs cours de français. Ça fait qu'ils sont dans la génération de l'assimilation, là. Ça vient de traverser. C'est la réalité pour beaucoup d'Acadiens du Sud-Est, ça. Et même d'un peu partout, tout ça parce qu'on a peur de ne pas apprendre l'anglais dans les écoles françaises. C'est désolant. Je vais manger ce que je voulais dire, mais il y a une autre intervention. Mais je ne perds pas espoir parce qu'il y a beaucoup d'anglophones, en tout cas à Ottawa, qui mettent leurs enfants dans des écoles francophones. Ça a été cartographié par les géographes, parce que je suis dans un département de géographie, pour donner des chances à leurs enfants, des chances professionnelles, du moins pour le gouvernement fédéral, parce que pour monter en position, il faut être parfaitement bilingue. Fédéral ou à l'université, c'est la même chose. Pour être doyen ou vice-doyen ou recteur, vous devez être parfaitement bilingue. Donc, en tout cas, à Ottawa et à Toronto, il y a ce mouvement des anglophones qui bataillent parce qu'il faut vivre à côté de l'école francophone pour pouvoir inscrire ses enfants et ils mettent leurs enfants, même si eux-mêmes ne parlent pas français. Donc, aussi pour être Premier ministre. Exactement. Sauf que les places sont chères, là. Non, c'est public. C'est pour être Premier ministre. Ou être Premier ministre, ou être ministre, ou être cadre dans la fonction publique. Parce qu'au fédéral, c'est officiel. Mais ça, on n'en parle pas. Et donc, peut-être... Donc, il faudrait mettre alors l'accent sur la dimension utilitariste de la langue pour pouvoir sauver le français. C'est ça qui arrive. Parce qu'il y a beaucoup de francophones, y compris moi. Moi, le français ne fait pas partie de mon identité profonde. C'est ma troisième langue, imaginez. Je l'ai appris parce que ma mère me disait que tu allais travailler dans un bureau, tu allais avoir un bon emploi. Et c'est ça qui a motivé mon apprentissage en français et c'est ça que je vais transmettre aussi à mes enfants. Rien de plus, mais mon identité profonde est Peul. Je ne suis pas francophone de culture, mais je parle le français et ça me permet de bien vivre. Je voulais dire aussi qu'avec la politique des langues officielles, le Nouveau-Brunswick, province officiellement bilingue, ça a eu un effet paradoxal aussi. À partir du moment où cette loi-là a été inscrite dans la Constitution canadienne, on dirait que les revendicateurs de cette francisation-là de l'Acadie, on va dire, on se sont assis un peu et on a dessoufflé. On dit, bon, ça va bien aller à partir de maintenant.
Et ça a un effet paradoxal. On dirait que les gens relâchent leur vigilance et trouvent que ça va bien. Notre avenir est assuré. Les langues ne cohabitent pas, elles sont en conflit. Oui. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est la leçon qu'il faut retenir pour pouvoir avancer, faire avancer la francophonie. Maintenant, comment le faire? C'est sûr qu'il faut désethniciser, il faut faire en sorte que les gens n'aient pas honte de parler le français, qu'ils soient franco-ontariens, acadiens, etc. C'est-à-dire que le problème, c'est un problème profond, hein, c'est un mal profond qu'il faut résoudre en commençant par la France et en descendant vers le Canada. Parce que, mais la collègue l'a dit, vous êtes franco-ontarienne, vous vous faites stigmatiser par les Québécois. Et ensuite, moi, quand je quittais le Québec pour venir ici, les Québécois me disaient « Pauvre toi, tu vas perdre ton français ». Quand j'étais en France, je travaillais dans un centre d'appel, mais il y a une Française, une vieille madame qui appelle, je décroche, elle me demande « Est-ce que tu peux changer ton accent ?» Je dis « Mais est-ce que tu peux changer ta connerie ?» Imaginez, donc c'est ça qu'on vit, c'est-à-dire que c'est une francophonie qui ne tient pas compte de la dimension raciale, on en a parlé tout à l'heure, des discriminations, mais aussi la race est liée à l'accent. Même en Alberta, il y a une collègue, Amal Madibo, qui a écrit un excellent livre sur la francophonie noire en Alberta. Et elle décrit le linguicisme qui prévaut, mais c'est hallucinant. Imaginez. Donc le mal est profond et il faut un travail de fond à l'échelle de la francophonie internationale, mais aussi des francophonies locales. Alors, je redonne la parole à Daouda, par exemple. Oui, c'est juste pour témoigner. Tu parlais de ton expérience en France. J'ai une expérience comme ça, mais différente. Quand mon ami togolais, je vais l'appeler comme ça, on a un parcours très, très similaire. Hein, parce que j'étais à Montpellier aussi, et puis je suis doctorant à l'Université de Moncton. Donc, je suis sur vos traces. J'ai été au centre étudiant pour faire un paiement, et la dame m'a dit, monsieur, parlez normalement. Parlez normalement parce que vous ne devez pas parler comme ça. Hein. Donc, ce jour-là, je me suis rendu compte que je peux être un francophone ou peut-être je ne serai jamais un francophone parce que on me dit parlez normalement parce que vous êtes noir, vous ne devez pas parler de la sorte. Alors, si vous vous adaptez bien, il y a un problème. Il faut que votre accent, il faut que l'accent de votre langue maternelle se reflète dans votre langue, dans le français que vous parlez. Alors, sinon, ben, vous êtes un assimilé. C'est ce que ça veut dire. Alors, si j'ai aussi eu le cas d'une amie canadienne, acadienne qui est partie et qui a même écrit sur Internet, qui a presque fait une dépression et qui a dit, vous m'excusez, je parle une langue pourrie. Je lui ai dit jamais que personne ne te mette en tête que tu parles une langue pourrie. Parce que si tu parlais bien, je lui ai raconté mon expérience. Elle dit, OK, tout va bien chez moi maintenant. Donc, c'est pour dire que oui, il faut commencer, il faut une grande solidarité. Il faut parler à nos amis de France, de partout et dire que nous pouvons tous parler comme nous voulons et comme nous pouvons. Voilà. J'en ai un exemple d'ethnocentrisme comme ça, puis ça va probablement réchauffer les cœurs de ceux qui ont eu des expériences au niveau de la langue puis des dialectes. Il faut admettre qu'en Acadie et au Québec, on peut faire un peu d'ethnocentrisme. Il faut que je l'admette parce que je l'ai vécu. J'étais à l'école de droit à l'Université de Moncton et c'était la célébration pour Noël. Fait que là, les élèves, on s'était tous rassemblés pour un party de Noël. Puis, dans ma classe, j'avais des Africains de la Côte d'Ivoire et du Rwanda. Et j'avais des Québécois, des Acadiens et des Acadiennes. Et on se rassemble pour notre party de Noël. Et un des Québécois dans la classe fait la constatation qu'il n'y avait aucun Africain qui s'était pointé au party.
Ça fait que là, moi, je suis assise là, mais ils ne me voient pas. Hein? Je suis comme dans un petit coin, puis oui, ils ne remarquent pas Paris dans la salle. C'était tous des Blancs, Acadiens, Québécois, sauf moi. Ça fait que là, le monsieur québécois fait la constatation qu'il n'y avait aucun des étudiants étrangers de l'Afrique qui était venu au party. Là, la question de la langue embarque. Puis le Québécois critiquait la qualité du français d'enfants de dignitaires de la Côte d'Ivoire et du Rwanda. OK? Puis, il critiquait la qualité du français. Puis là, tout d'un coup, un des Acadiens remarque mon visage qui, à ce moment-là, était rouge, puis ça m'en prend beaucoup pour rougir, là. Vous comprenez? Il me donne un coup de coude au Québécois, puis il dit « Chut, Paris est là! Chut, Paris est là! » Ça fait que là, le Québécois me regarde, puis il dit « Paris, ben toi, c'est pas pareil, t'es comme nous autres. » Là, je voyais noir, je voyais rouge, la taureau, elle allait charger, là. J'ai dit, je m'excuse bien gros, mais il n'y a rien de pareil entre toi et moi, là. En ce moment, là, on est comme diamétriquement opposés dans le cercle chromatique des couleurs. En ce moment, puis j'ai dit en passant, j'ai dit la qualité du français des peuples, des nations africaines. Leur qualité du français, là, ça vient du lycée, ça vient de l'Académie française, ça vient de la colonisation française dans le continent d'Afrique. Puis j'ai dit, ils nous accotent, sinon ils nous dépassent en termes de qualité de français standardisé. Vous comprenez, vous savez rien de quoi. Toi, avec ton joual québécois, puis notre je sais pas quoi, chiac acadien, hein? On n'a rien à critiquer de la qualité du français des Français africains. Ça fait qu'encore là, quand vous parlez d'ethnocentricité, il faut vraiment, ça c'est un sujet, je suis d'accord, M. Salle. Il faut qu'on fasse quelque chose. Si on parle d'appréciation de la diversité francophone qui immigre ici, en Acadie, c'est un sujet qu'il va falloir adresser. Puis l'égalité, reconnaître les égalités des formations aussi. Un dernier petit tour de table, parce que notre temps est écoulé. Mathilde, pour conclure. Je n'ai pas grand-chose à conclure. J'écoute les collègues et leur expérience personnelle et j'apprécie beaucoup. Banaf. Oui, Banaf. Oui, pour le dernier mot, je pense que l'idéal est d'améliorer la diversité culturelle, le sentiment de sécurité psychologique et linguistique et l'épanouissement des groupes minoritaires francophones canadiens ou issus de l'immigration pour promouvoir leur identité ethnique et leur inclusion à la communauté. Alors, Ouzouf, mot de la fin? Oui, merci. Je n'ai pas grand-chose à ajouter non plus. Je voulais juste remercier les copanélistes et les participants au débat. Et merci aussi aux organisateurs de m'avoir associé à ce beau panel. Voilà, merci. Alors, merci beaucoup à tous nos contributeurs et bonne fin de journée.